Bonsoir à tous. Ramadan Karim. Je vous remercie pour votre présence et je remercie Majmout al-Tawassul des médecins dentistes et spécialement Dr Karim Boumansour de m'avoir donné l'opportunité de communiquer avec vous ce soir. Je m'appelle Roger Bez, je suis libanais et j'ai de très bons souvenirs du Maroc et des Marocains. J'ai donné des cours de formation continue à la fac de Casa et à la clinique dentaire de Casablanca pendant presque 10 ans. Avant de commencer cette présentation, je vais vous montrer un tableau que j'ai dans mon bureau. Et je vais vous aider à le lire et ensuite je vais traduire le texte en français. C'est marqué ici, Saïda Man. Comme c'est un peu difficile de le lire ici, c'est marqué en bas, je vais agrandir. Saïda man alima wa allama wa sami'a wa ballaga. En d'autres termes, heureux celui qui enseigne ce qu'il a appris. Moi, je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous mon expérience et ce que j'ai appris durant les 30-40 ans d'années que j'exerce. Et heureux celui qui transmet ce qu'il a entendu. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous allez être heureux de transmettre à vos patients et à vos collègues ce que vous allez entendre dans cette présentation. Les lésions périradiculaires d'origine dentaire peuvent être des lésions d'origine endodontique. Le diagnostic n'est pas facile et dans ce cas-là, nous avons une grande chance de succès. Je regrette, je continue. Donc, ces lésions peuvent être d'origine endodontique, elles peuvent être d'origine parodontale. Et qui dit lésion parodontale dit poche parodontale. Ces lésions peuvent être d'origine endoparadontale ou de cause endoparadontale. Et dans ce cas-là, vous allez voir dans la présentation comment nous allons procéder pour diagnostiquer et pour traiter ces lésions combinées. Enfin, les lésions périradiculaires peuvent être dues à des fractures verticales radiculaires et le diagnostic de ces lésions est un peu critique. Voilà, tout diagnostic commence par une anamnèse, par un examen clinique et bien sûr par la radiographie. La radio panoramique est insuffisante et inadéquate pour poser un diagnostic. La patiente s'est présentée en se plaignant d'une douleur au niveau de cette incisive. Qu'est-ce que nous voyons sur la radio panoramique? Pratiquement rien de particulier. Alors que sur la radio rétroalvéolaire, nous voyons qu'il y a déjà un épaississement ligamentaire, un début d'infection. Et en plus, cette radio rétroalvéolaire va nous permettre de voir si le canal est calcifié, l'emplacement de la chambre pulpaire, et ceci est important pour les étapes qui vont venir. Je vais voir l'opposé. Regardez cette radio panoramique. Le patient est venu se plaindre d'une douleur au niveau des dents antéro-inférieures. Qu'est-ce que nous voyons sur cette panoramique? Nous voyons qu'il y a une lésion de longue étendue. Nous allons comparer cette lésion de la panoramique avec les rétroalvéolaires. Et voilà que les rétroalvéolaires montrent que les lésions sont bien circonscrites, contrairement à ce que la panoramique nous donnait comme information. Donc, nous pouvons dire que dans aucun cas, nous ne pouvons commencer à poser un diagnostic sur la radio panoramique. La radio rétroalvéolaire a des limites comme nous allons le voir. Par exemple, au niveau de ces deux cas, la patiente se plaignait d'une douleur à la palpation au niveau de la première molaire et une douleur, une gêne, un malaise à la mastication de la deuxième molaire. Moi, j'avais fait ce traitement il y a quelques années. La radio rétroalvéolaire ne me donne aucun signe particulier, alors que la radio CBCT
montre que, au niveau de la première molaire, l'étendue de l'infection au niveau de la racine mésiale, et elle montre aussi, au niveau de la 17, une lésion latéro-radiculaire tout le long de la racine mésiale qui n'était pas visible dans ce cas-là. La radio CBCT peut aussi nous montrer des lésions qui sont, entre guillemets, invisibles à la radiographie rétroalvéolaire. Ce patient a subi un traitement et un retraitement au niveau de la latérale avec toujours un malaise, surtout à la palpation vestibulaire. La radio rétroalvéolaire ne nous montre rien de particulier. Alors que sur une des coupes de CBCT, on voit qu'au niveau de cette latérale, il n'y a pas du tout d'os vestibulaire. Et sur une autre coupe, on confirme l'absence de cet os vestibulaire et voilà que cliniquement, ceci a été confirmé. Donc, nous pouvons dire que pour poser un diagnostic, on a besoin d'une rétroalvéolaire et si les informations données par cette radio rétroalvéolaire ne sont pas conformes avec l'anamnèse et l'examen clinique, la radio CBCT peut nous donner des informations supplémentaires pour poser le diagnostic. Pour la compréhension de ce sujet des lésions périradiculaires, j'ai divisé l'exposé en 3 parties. La première partie, je vais parler des lésions périapicales. Dans la deuxième partie, je vais parler des lésions latéro-radiculaires. Ensuite, je parlerai des lésions périradiculaires. Je commence par la première partie qui sont les lésions périapicales. Dans les lésions périapicales, on peut avoir soit une lésion primaire. Une lésion primaire, c'est-à-dire une lésion qui survient au niveau d'une dent qui n'a pas déjà été traitée et on l'appelle, et bien sûr, on l'appelle lésion primaire et bien sûr que l'origine de cette lésion primaire est d'origine endodontique. Les lésions périapicales peuvent être des lésions secondaires, c'est-à-dire des lésions qui surviennent au niveau des dents qui sont dévitalisées. Quand on voit qu'il y a une lésion, même périapicale, au niveau d'une dent dévitalisée, l'origine peut être endodontique ou bien, comme nous allons le voir, une fracture verticale radiculaire. Et surtout, s'il y a une fistule et ou une poche parodontale. Je commence par le traitement des lésions périapicales d'origine dentaire. Depuis 1894, il est bien noté que les bactéries sont à l'origine des pathologies endodontiques. Ces bactéries vont rentrer par différentes voies de communication, par ce manque d'étanchéité à ce niveau-là, par cette carie. Ces bactéries vont se multiplier et ces bactéries vont sécréter leurs toxines dans l'os environnant. Ces toxines-là ne peuvent pas survivre si on élimine les bactéries à l'intérieur du canal, donc elles se nourrissent de ces bactéries. Mais aussi, dans certains cas, des bactéries extraradiculaires peuvent sortir des canaux vers l'os environnant ou lors d'un traitement canalaire, par des manœuvres inappropriées, on peut pousser ces bactéries à l'extérieur. En fait, vous allez voir que la présence de ces bactéries extraradiculaires, bien sûr qu'on ne peut pas savoir d'emblée, ni cliniquement, ni radiologiquement, elles vont compliquer le pronostic du traitement canalaire. Au niveau de ces 2 molaires, la décision a été prise d'extraire la première molaire et de faire le traitement de la deuxième molaire. Voilà, l'extraction a été faite et 2 semaines après, j'ai commencé à faire le traitement canalaire de la molaire. Résultat, quelques mois après, on voit qu'il y a une guérison de l'os, aussi bien au niveau du site d'extraction qu'au niveau de la deuxième molaire. Médicalement, le même traitement a été fait au niveau de la première et de la deuxième molaire.
Du point de vue médical, nous avons éliminé le réservoir bactérien qui existait au niveau de la première molaire. Et bien sûr que la guérison de l'os survient, ce n'est pas parce qu'on a éliminé ni l'émail, ni le sément, ni la dentine. La guérison survient parce qu'on a éliminé le réservoir bactérien qui existait dans le canal. Et quand on fait un traitement canalaire, on élimine ce contenu canalaire, bactérien. Et ensuite, on obture les canaux et le plus vite possible une obturation étanche coronaire. Donc, il y a une certaine similitude entre l'extraction et le traitement canalaire. Vous n'avez pas à lire tous ces détails, je veux juste vous dire que les études montrent que si un traitement canalaire est bien mené, le taux de succès est entre 80 à 90%. Pourquoi il y a cette marge? Parce que tout dépend si les infections sont primaires ou secondaires et s'il y a des bactéries intra- ou extraradiculaires, et je vais revenir sur ce sujet-là. Ces bactéries intraradiculaires, ou plutôt intracanalaires plutôt, constituent ce qu'on appelle un biofilm, et cette notion de biofilm est très importante. Ce biofilm adhère fermement au mur dentinaire. En quelque sorte, c'est comme la plaque dentaire. Si on veut faire le soin de cette plaque dentaire, on va l'éliminer mécaniquement avec nos instruments et bien sûr que nous allons compléter par une désinfection que le patient va faire avec les bains de bouche. Donc, à l'intérieur du canal, ça va être pratiquement le même concept de travail. Nous allons éliminer les bactéries qui constituent ce film. Je vais juste attirer votre attention que les bactéries qui sont au niveau de la partie apicale diffèrent des bactéries qui sont au niveau de la partie coronaire. Et ce schéma que j'ai pris d'un livre dit que les bactéries au niveau apical sont moins accessibles au traitement canalaire que nous faisons. Et je vais encore une fois revenir sur les détails du traitement canalaire pour voir comment on peut éliminer ces bactéries qui adhèrent fermement au mur des canaux. Bon, nous savons tous que le succès du traitement canalaire dépend de 3 facteurs, le nettoyage canalaire, la mise en forme et l'obturation canalaire, rien de nouveau. Le nettoyage canalaire va se faire avec les instruments, bien sûr, et l'irrigation. Excusez-moi, il y a une faute de frappe ici. Je vais commencer par l'irrigation parce que, non, avant de commencer par l'irrigation. Sur cette micro-CT d'une molaire inférieure, là, c'est configuré avec le vert, l'état des canaux avant toute instrumentation et on voit qu'avec une instrumentation adéquate, il n'y a pas une élimination totale du contenu canalaire, il y a toujours des endroits inaccessibles aux instruments, d'où l'importance de l'irrigation. Sur ce cas clinique, nous allons voir l'importance de cette irrigation et surtout à l'hydroxyde de calcium. Le patient s'est présenté au cabinet, il avait mal au niveau de la latérale et de la canine. La latérale était douloureuse à la pression, donc c'était une dent nécrosée ou en voie de nécrose, et le patient avait des douleurs diffuses et surtout au froid, donc causées par cette canine. Comme la douleur était plus intense au niveau de la canine, j'ai commencé à faire un traitement canalaire. Et lors de l'irrigation, par erreur, j'ai diffusé de l'hypochlorite en dehors de l'apex. Et bien sûr, c'était des complications après. Et après 2 semaines, le patient, donc on a fait le suivi du patient, est revenu chez moi au cabinet et j'ai obturé la canine. Bien sûr, j'ai dit au patient, ya haj, vous êtes allergique à ce produit, etc. C'est pour essayer de camoufler. Et le patient restait à avoir mal au niveau de cette latérale. J'ai fait le traitement de la latérale et comme il était méfiant et j'étais méfiant de l'usage de l'hypochlorite, j'ai irrigué avec du sérum physiologique. 2 années plus tard, le patient revient avec une infection au niveau de la latérale.
Et bien sûr, il me dit, ya docteur, je suis très malchanceux avec mes dents. Regardez, encore une fois, j'ai un problème au niveau des dents que vous avez soignées. Pourquoi il y a une apparition de cette lésion? Parce que l'élimination du contenu canalaire qui a été fait uniquement avec les instruments, vu que l'irrigation avec le sérum physiologique est inefficace du point de vue des infections, a fait que les bactéries sont restées à l'intérieur du canal et ces bactéries ont continué à diffuser leurs toxines en dehors du canal. La décision a été prise de refaire le traitement canalaire et de le refaire selon les normes en irriguant avec l'hypochlorite et certainement en prenant les précautions. Et on assiste un an plus tard à une guérison de la lésion. Donc le rôle de l'hypochlorite est essentiel dans l'élimination du contenu canalaire parce que, comme je l'ai dit, les instruments, quels que soient ces instruments, sont pratiquement incapables d'éliminer tout le contenu canalaire. Il ne suffit pas d'irriguer avec l'hypochlorite, il faut que l'irrigation soit efficace. Cette expérience va nous montrer qu'est-ce que veut dire qu'une irrigation efficace. J'ai retiré deux filets radiculaires de dedans et j'ai mis une pulpe dans un récipient totalement rempli d'hypochlorite. En fait, les deux sont remplis d'hypochlorite, mais dans celui-là, la pulpe, elle trempait totalement dans le bain d'hypochlorite. Et au niveau de ce godet, juste une partie de la pulpe était en contact avec l'hypochlorite et cette partie-là était en dehors. Et après un certain temps, je parlerai de ce temps ultérieurement, nous voyons que la pulpe qui était totalement trempée dans l'hypochlorite a disparu, alors que la pulpe qui était partiellement en contact avec l'hypochlorite, une partie persiste toujours de cette pulpe. Donc, il faut absolument un contact direct entre l'hypochlorite et le contenu canalaire. Qui dit un contact direct dit le besoin d'avoir une aiguille d'irrigation longue et fine pour accéder à la zone apicale. Les aiguilles des seringues intradermiques que nous achetons des pharmacies sont inadéquates parce qu'elles sont longues, mais elles sont larges. Les aiguilles de l'insuline, elles sont fines, mais elles sont courtes. Il faut absolument avoir des aiguilles endodontiques et je vais parler de ces aiguilles endodontiques et de leurs caractéristiques. Et c'est un point essentiel. Il ne suffit pas d'avoir de l'hypochlorite, il faut bien transmettre cette hypochlorite à l'intérieur du canal. Les aiguilles doivent rentrer à une profondeur, je dirais, environ 4-5 mm. Il y a certains conférenciers et dans les bouquins, ils disent que l'aiguille est arrivée à 2 mm de l'apex. Personnellement, je n'ose pas le faire. Avant de parler des caractéristiques des aiguilles, nous savons que les aiguilles, on a différentes gauges, diamètre des aiguilles. Il y a les aiguilles qui sont 30 G, donc pratiquement d'un diamètre de 0,30 mm, et les aiguilles qui sont de 27 G, qui sont de 0,40 mm. Encore une fois, dans les bouquins et beaucoup de conférenciers recommandent, préconisent d'utiliser les seringues 30 G. Pratiquement, quand j'utilise ces seringues et toute personne quand les utilise, on sent qu'on a besoin de faire une pression parce que vu le diamètre de la seringue large et le diamètre fin de ces aiguilles, la transmission est gênante ou difficile. Moi, personnellement, j'utilise les aiguilles 27G tout en sachant que les 30G peuvent rentrer plus facilement jusqu'à la partie apicale. Pour savoir le niveau de l'introduction, si on introduit suffisamment cette aiguille ou bien pour éviter qu'on aille au-delà avec cette aiguille, la pose d'un stop de silicone sur l'aiguille d'irrigation peut nous aider. Ces aiguilles d'irrigation, pour qu'elles soient sécurisantes, il faut que l'embout soit totalement fermé, avec deux ouvertures de part et d'autre latérales. Ici, on voit comment l'éjection de la solution à travers ces aiguilles, plutôt à travers ces fenêtres, nous voyons que ce n'est pas une injection active, je dirais c'est presque une injection passive.
Voilà, ce n'est pas difficile. Voilà, c'est une des marques que j'utilise. Je vais dire utiliser, je vous dirai pourquoi. Voilà, donc il y a ici le diamètre, la longueur, et que c'est une aiguille ouverte bilatéralement avec embout fermé. Une petite comparaison avec les aiguilles traditionnelles, nous voyons la transmission qui pourrait être dangereuse avec ces aiguilles traditionnelles. Récemment, il y a sur le marché mondial, je pense que, Inch'Allah, bientôt, vous allez avoir ça sur le marché marocain et nous aussi sur le marché libanais et différents pays arabes, parce que c'est tellement demandé qu'il n'y a que 5 pays européens où cette société PD, une société très sérieuse, elle livre les aiguilles d'irrigation. Ce sont des aiguilles en plastique, comme vous le voyez, elles sont très flexibles. Aussi, elles sont ouvertes de part et d'autre et avec une pointe bouchée. Ces aiguilles sont des aiguilles irriflexes. Il n'y a pas à comparer entre la facilité d'usage, l'efficacité d'irrigation avec ces aiguilles comparativement avec les aiguilles métalliques. Donc, l'importance de l'irrigation est essentielle. Première condition pour que l'irrigation soit efficace, il faut qu'il y ait un contact. Pour avoir un contact profond, on a besoin d'aiguilles spéciales, qu'elles soient métalliques ou en plastique. Deuxième critère pour que cette irrigation soit efficace, c'est la durée. Là, j'ai trempé une pulpe dans un godet et on commence à voir que l'hypochlorite est en train de dissoudre cette pulpe. Voilà, la dissolution continue. Il a fallu 20 minutes pour la disparition totale ou la dissolution totale de cette pulpe. Donc, pratiquement en bouche, quand on commence à irriguer, à partir du premier moment d'irrigation jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait 20 minutes de durée d'irrigation pour que celle-ci soit efficace. Troisième critère d'efficacité, c'est la dose. Nous avons besoin au moins de 10 millilitres d'irrigation par canal. Ensuite, le renouvellement. Il faut irriguer 1 à 2 millilitres après chaque passage d'instrument dans le canal. Et enfin, la concentration. Là, je ne vais pas m'étendre parce que chaque fois que je donnais un cours sur l'irrigation au Maroc, il y a une certaine confusion parce que là, en Europe et au Liban, on parle de 2,5 à 5% de la concentration, alors qu'au Maroc, le degré de concentration diffère. Quoi qu'il en soit, on peut acheter cette hypochlorite des supermarchés et c'est marqué sur donc la partie voilà postérieure, si je peux dire, de ces bouteilles, la concentration du chlore dans cette hypochlorite. Pour conclure avec cette hypochlorite, il est essentiel, ou plutôt il est recommandé à la fin de la préparation de remplir les canals avec d'hypochlorite et d'agiter avec le cône de Gutta pendant, si on peut, 30 secondes. Et des études ont montré que le résultat de l'efficacité est augmenté. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que je n'ai mis pratiquement aucune référence bibliographique dans cette présentation parce que je voudrais partager avec vous mon expérience et à la fin de cette présentation, durant la discussion, on va aussi discuter ce que je suis en train de présenter. Alors, je vous rappelle que je suis en train de parler de la triade de succès du traitement endodontique quand la lésion périapicale provient du canal. Le premier point essentiel, c'est le nettoyage qui peut se faire avec les instruments. Le nettoyage instrumental est toujours incomplet et il est complété essentiel avec l'irrigation. Est-ce que les médications intracanalaires peuvent aussi jouer un rôle? La réponse est non. Est-ce que vous imaginez quand on a une infection comme celle-ci, ou même plus petite aussi,
Et quand je parle des bactéries qui sont constituées dans un biofilm qui adhère fermement au niveau des parois. Est-ce qu'on peut penser qu'un petit coton qu'on place ici au niveau de la chambre pulpaire et que ces vapeurs de ce coton vont pouvoir désinfecter l'intérieur du canal? Bien sûr que non. Donc, ça ne sert à rien de les utiliser. Même l'hydroxyde de calcium à qui nous avons eu recours pendant des années, actuellement, son usage est très diminué. Il n'y a aucune étude qui peut confirmer que l'usage de l'hydroxyde de calcium donne un plus par rapport à l'irrigation avec l'hypochlorite, donc une étape en moins. Et je vais ouvrir une parenthèse que personnellement, il y a beaucoup de cas où il y a eu une flambée douloureuse après la pose d'une médication à l'hydroxyde de calcium. Donc le nettoyage à l'hypochlorite à lui suffit. Je ne vais pas m'étendre encore plus pour dire que si on met de l'ETTA, ça peut encore améliorer. Je vais passer au nettoyage instrumental avec les instruments. Nous savons tous qu'il y a une supériorité avec les instruments NITI par rapport aux instruments en acier. Je vais me concentrer sur un seul point, sur l'instrumentation et la mise en forme. Quelle est la limite apicale à choisir quand il s'agit de traiter des dents infectées? Est-ce qu'il faut respecter la constriction apicale, c'est-à-dire rester radiologiquement 1,5 ou 1 millimètre en deçà de l'apex radiologique, ou il faut aller carrément jusqu'au foramen apical? Comme je vous ai dit, ça c'est une opportunité pour moi de partager avec vous mon expérience clinique. Moi personnellement, chaque fois que j'ai à traiter une dent infectée, je vais jusqu'au foramen, tout en sachant que la préparation au niveau du foramen pourrait entraîner un dépassement du produit d'obturation. Ça, c'est mon point de vue. Dans tous les cas, dans la littérature, personne n'a pu démontrer ou prouver ou confirmer que la préparation jusqu'au niveau du foramen apical, elle est supérieure ou bien le respect de la constriction apicale a une certaine importance. Pour les personnes qui, comme moi, choisissent le foramen apical comme une limite apicale de choix des instruments, je leur dis que le choix du foramen apical, si en choisissant le foramen apical, nous nous attendons à avoir des obturations qui vont être pile à l'apex, je dirais, ça c'est des cas rares. Parce que chaque fois qu'on travaille jusqu'au foramen apical, il faut s'attendre à un dépassement du produit. Et je vais parler ultérieurement si ce dépassement du produit est néfaste ou non. Je vais conclure la mise en forme canalaire en disant que il est essentiel de préparer avec les instruments les canaux et chaque canal et chaque racine a un diamètre différent. Voilà, 3 incisives, on voit que celui-là est plus fin que celui-là et celui-là est large. D'où l'importance de ce que j'appelle le jaugeage du diamètre. Après la mise en forme, une fois que les canaux sont instrumentés et la moyenne d'élargissement est un 25 centièmes au niveau apical, on va prendre une lime numéro 30 et on va insérer cette lime numéro 30 manuelle très passivement, sans forcer. On peut la précourber, mais il ne faut pas tourner pour la faire rentrer. Nous allons l'inviter à rentrer dans le canal. Si la lime 30, elle dépasse, c'est que d'emblée le foramen apical de cette dent est de 30 centièmes ou plus, et il ne faudra pas se contenter de la lime 25, qui est en général la lime apicale maîtresse. Et si la lime 30, elle dépasse, on passera au 35, et si la 35 aussi, elle dépasse, il faudra élargir le nettoyage instrumental de la partie apicale, comme par exemple ici, l'élargissement était pratiquement à 40. Je passe à l'obturation canalaire et je vais juste me focaliser sur certains points de cette
obturation canalaire. Je suis très convaincu, après une longue expérience où il y avait un certain moment en début de ma carrière, peut-être beaucoup plus d'échecs que de succès, actuellement après avoir compris l'endodontie, je suis profondément convaincu de l'importance de l'étanchéité apicale et latérale. Moi, j'adopte des techniques de condensation à chaud. Ça ne veut pas dire que les techniques avec les monocones sont insuffisantes, mais bien sûr, quand on a recours à ces techniques, on peut être sûr de l'étanchéité. Quand on arrive à transformer deux cônes de gutta en masse, on est plus tranquille de l'étanchéité parce que c'est elle, l'étanchéité, qui va pouvoir maintenir la propreté du canal et empêcher toute percolation. Voilà. Toute personne qui travaille au niveau du foramen apical et toute personne qui choisit les techniques de condensation devrait accepter ou devrait s'attendre à voir des dépassements. Quel est le pronostic de ces dents infectées en présence de dépassement? Sur ce cas clinique, nous voyons que ce dépassement n'a pas empêché la guérison de cette lésion. Je ne suis pas en train d'encourager pour faire des dépassements. Pas du tout. Je veux dire que le dépassement est une erreur. Mais cette erreur ne va pas induire en échec. Pour les personnes qui, quand elles voient qu'il y a un dépassement, elles se sentent gênées de voir un dépassement au-delà du foramen, je vais poser la question suivante. Là, on a une obturation d'un canal latéral et je pense que tous les dentistes sont contents quand ils voient l'obturation des canaux latéraux. Et bien sûr, il n'y a aucune technique, aucune personne qui peut contrôler le dépassement de produit au niveau du canal latéral. Alors, si on accepte l'obturation des canaux latéraux avec le petit dépassement, il faudra aussi accepter ce dépassement-là parce que le ligament est le même. Et je vais finir par ce cas-là. Au niveau de ce cas-là, j'ai fait une grosse erreur et c'est un dépassement de gutta. Bien sûr, c'est une erreur, mais encore une fois, je vais dire que cette erreur ou ces erreurs ne conduisent pas à l'échec. Il n'y a aucune nécessité de les éliminer chirurgicalement. Si le canal est bien nettoyé avec les instruments, avec l'irrigation, si le canal est bien mis en forme et si l'obturation est étanche, la présence du dépassement va provoquer une certaine douleur dans les jours qui suivent, mais ne va pas avoir de conséquences à long terme sur le pronostic de la dent. Je suis toujours dans la phase, le traitement des lésions qui sont d'origine endodontique. La question est, quand peut-on obturer une dent infectée? Regardez ce cas comme il est intéressant. Ce cas remonte aux années 80. Le patient s'est présenté chez moi, il y avait une dent vivante. Je ne me rappelle pas si j'avais enlevé ou troué le bridge. C'est comme ça que je faisais mon endodontie. J'ai préparé le canal, j'ai mis un petit coton et le patient a disparu pendant des mois. Le patient est revenu après des mois avec toute cette destruction osseuse qui n'existait pas auparavant. À quoi est due cette destruction osseuse? Au bridge qui était mal scellé ou bien à la contamination à travers la cavité, je ne me rappelle pas. Et bien sûr, parce que tous les fluides qui sont tout autour de la racine, qui peuvent rentrer à l'intérieur du canal, et à l'intérieur du canal, ces liquides et ces fluides vont stagner à l'intérieur. Il n'y a pas de circulation à l'intérieur, il n'y a pas d'immunité à l'intérieur du canal. Donc, cette stagnation de produits à l'intérieur va se désintégrer, et bien, cette désintégration du produit va créer des bactéries qui vont sécréter leurs toxines vers l'extérieur. Quoi qu'il en soit, dans ce cas particulier, et à partir de ce cas, je vais m'étendre pour dire quand peut-on obturer
d'une façon définitive le canal d'une dent infectée. Dans ce cas-là, le patient n'avait pas mal. Le canal était totalement sec durant la deuxième séance après son renettoyage. Est-ce qu'on peut penser que quand on met une petite médication à l'intérieur avec un petit coton, ça va changer les choses? Bien sûr que non. Alors, j'ai obturé le canal et on voit que après quelques mois, on a une amélioration de l'état et une guérison. Donc, l'idée de présenter ce cas est la suivante. Plus on retarde l'obturation canalaire et plus le canal va être infecté et plus ça va avoir des conséquences désagréables sur le périapex. Je vais parler du protocole opératoire du traitement canalaire des dents infectées. Les dents infectées, soit elles sont asymptomatiques, le patient ne sent rien, soit elles sont symptomatiques avec une parodontite apicale. Dans ce cas-là, le patient a une douleur légère, sévère, moyenne à la pression sur la dent ou la palpation au niveau du vestibule. Mais dans ce cas-là, dans les parodontites apicales symptomatiques, les patients n'ont pas une douleur spontanée, alors que les patients qui ont une douleur spontanée, et en général, elles sont aiguës et sévères et continues, on appelle ça l'abcès alvéolaire aigu. Alors, le protocole opératoire du traitement canalaire, c'est-à-dire quand faut-il obturer, dépend de la symptomatologie et je vais passer l'une après l'autre. Avant de parler du protocole opératoire, je vais dire que les signes cliniques, c'est-à-dire la douleur, et les symptômes des lésions d'origine endodontique ne sont pas en relation avec les dimensions de ces lésions. Ce n'est pas parce que cette lésion est plus grande que celle-là que cette dent est plus douloureuse. Pratiquement, je pense que les lésions qui sont plus petites, elles sont plus douloureuses que les lésions de grande étendue. Et c'est facile d'expliquer ceci, mais pas pour le moment. Je vais commencer par la première situation clinique où la dent est asymptomatique. Ça, c'est un cas qui remonte aux années 90. Une patiente s'est présentée, voilà, ça c'est une radio de la panoramique avec une lésion. Et c'était le temps des, si je me rappelle pas, on appelait ça le dentascan, c'était pas encore les CBCT. On voit la lésion et on voit que cette lésion a entraîné si je peux dire, un gonflement de la table externe. Il n'y a aucune raison de ne pas obturer les canaux à la même séance si le temps le permet et l'expérience du praticien permet de faire cette manœuvre. Si la dent est asymptomatique, c'est-à-dire que les bactéries à l'intérieur, elles sont pas virulentes. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas de bactéries extraradiculaires. Il n'y a aucune raison d'attendre pour une deuxième, troisième séance, sauf si le canal est compliqué, si le dentiste est fatigué, s'il n'a pas de temps, etc. Mais du point de vue médical, il est nettement meilleur d'obturer à la même séance. Est-ce qu'il faut des antibiotiques? Bien sûr que non. Les antibiotiques seront recommandés elles ne sont recommandées que s'il y a une symptomatologie ou bien s'il y a une exacerbation de la lésion. Dans tous les cas, chaque fois qu'il y a une lésion asymptomatique, les douleurs post-opératoires, elles sont minimes. Bon, je vais compléter ce cas clinique. Voilà, on a fait l'obturation canalaire et comme le risque d'échec existe, je n'ai pas voulu passer à la prothèse définitive, mais bien sûr, l'importance de fermer toute la partie coronaire d'une façon étanche est essentielle et chaque fois qu'on a à attendre pour voir s'il y a un début de guérison pour passer à la prothèse définitive, il ne faut pas que ce soit fait avec une provisoire sans faire la reconstitution. La reconstitution de la dent était faite avec une provisoire et la radio, presque un an après, elle montre un début de guérison. Chaque fois que la radio montre un début de guérison, on peut passer à la prothèse définitive parce que
les lésions d'origine endodontique. Soit elles guérissent, soit elles ne guérissent pas. Et tant qu'elles commencent à guérir, bien sûr que la guérison va continuer. Je suis toujours dans le chapitre le protocole opératoire, c'est-à-dire quand faut-il obturer, et ceci dépend de la symptomatologie. Je suis en train de parler des dents asymptomatiques. Quand on a des fistules, nous savons tous qu'il faut cathétériser le trajet fistuleux parce que sur cette radio préopératoire, on voit qu'il y a une lésion sur la racine mésiale, mais aussi le traitement de la première, deuxième prémolaire est douteux. Voilà que le comte de Gutta va confirmer ceci. Chaque fois qu'on a aussi une fistule, tout le monde le sait, qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques et que si le temps et le cas permet, on peut obturer durant la même séance. Si et la fistule devrait disparaître dans 2 ou maximum 3 semaines après le traitement. S'il y a une persistance de la fistule, et je vais venir sur ce cas ultérieurement, si on fait un traitement canalaire et que la fistule persiste plus que 3 semaines, c'est que c'est un échec, soit du diagnostic, soit du traitement, et il faut procéder à une autre décision, soit l'extraction de la dent, soit une manœuvre chirurgicale, et je parlerai de ces cas d'échec ultérieurement. Donc, la deuxième situation clinique, c'est la parodontite apicale symptomatique. Je rappelle encore une fois, le patient a mal au toucher du vestibule ou de la dent. La douleur peut être moyenne ou sévère ou légère, mais il n'y a pas de douleur spontanée. Dans ce cas-là, pour soulager le patient, s'il vient en urgence, il est indispensable de terminer toute la mise en forme, instrumentale, irrigation, durant la même séance. Si on ouvre la dent, on met un pansement quelconque, ça ne va pas aider à alléger la douleur. Pourquoi les dents sont douloureuses dans ce cas-là? Elles sont douloureuses parce que les bactéries sont actives à l'intérieur et parce que les bactéries sont en train de sécréter leurs toxines à l'extérieur. Donc, pour arrêter ce phénomène douloureux, il est indispensable d'éliminer toutes les bactéries qui sont à l'intérieur du canal. Donc, la première séance, c'est une mise en forme, un nettoyage total et complet. Est-ce qu'il faut obturer ou est-ce qu'on peut obturer durant la même séance? Médicalement, oui. Si le canal est sec, on peut obturer durant la même séance. Mais du point de vue pratique, le fait d'obturer une dent symptomatique pourrait aggraver ou exagérer la douleur post-opératoire, donc vaut mieux attendre le plus bref délai, 1 ou 2 jours. Mettre ou non une médication à l'intérieur ne sert pratiquement à rien. Mettre de l'hydroxyde de calcium si vous le voulez, mais je pense qu'il peut entraîner une douleur post-opératoire et qui n'apporte rien en plus sur l'irrigation. Et enfin, je termine par l'abcès alvéolaire aigu. Qui dit abcès dit douleur intense, sévère, continue. Et bien entendu, le traitement de premier recours est le drainage. Le drainage à travers la dent, éventuellement une petite incision s'il y a une collection molle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais dire, voilà, la patiente est venue avec une douleur sévère, une douleur d'abcès. Les douleurs de l'abcès ne peuvent être éliminées que par un moyen mécanique. Parce que qui dit abcès dit collection d'exudat. Donc, la pression de l'exudat tout autour d'un os qui n'a pas encore été troué et perforé fait que cette douleur est intense. Il faut trouver le moyen de le drainer. Dans ce cas-là, je n'ai pas pu atteindre l'apex et chaque fois que nous n'avons pas de drainage, il ne faut pas s'attendre à une diminution de la douleur et il faut chercher une autre solution. Je vais terminer la partie endodontique de cette présentation pour rentrer dans des choses, dans des chapitres peut-être plus intéressants. Je veux dire que quand on fait des traitements des dents qui comportent un abcès alvéolaire aigu, parfois
on n'arrive pas à assécher le canal. Et là, je dis assécher, je ne parle pas d'un exudat, je dis que durant la deuxième séance, on met les cônes en papier. Les cônes en papier ne sont pas très secs. Dans le temps, on devait soit mettre de l'hydroxyde de calcium, soit remettre l'obturation canalaire. Actuellement, il y a la biocéramique. J'ai mis en parenthèse le filler parce qu'en fait, c'est un ciment canalaire, mais la conception de la pâte biocéramique est un peu différente de la notion de ciment canalaire. Donc, chaque fois que nous avons un canal qui ne sèche pas, l'obturation avec la biocéramique est indiquée parce que la biocéramique a besoin d'humidité pour durcir dans le canal et elle a un pouvoir antibactérien très important. Je vais conclure pour dire que si l'exudat persiste après une ou deux séances, là, bien sûr, c'est l'indication de la chirurgie. Le canal étant préparé, le lambeau soulevé, on place une compresse à l'intérieur, on fait l'obturation, on enlève la compresse pour conclure le cas. Je vous rappelle que dans cette présentation, je parlais des lésions de petite étendue qui sont au niveau du périapex. Si la lésion est de large étendue et elle est en contact radiologique avec plusieurs dents adjacentes à la dent causale, quelle est ou quelles sont les dents à dévitaliser? La réponse est la suivante. On fait un pulpe tester, soit avec un test au froid, soit avec un test électrique. Et dans ce cas-là, ces incisives étaient vivantes. Donc, je me suis contenté d'obturer ou faire le retraitement au niveau de cette centrale-là sans toucher aux autres dents. Parce que les dents vivantes ne peuvent pas être une source d'infection périapicale. Donc, même si la lésion est de grande étendue, on ne dévitalise que les dents qui sont incomplètement nettoyées ou, pardon, excusez-moi, oui, incomplètement traitées endodontiquement ou les dents qui sont nécrosées. Je suis toujours dans le chapitre traitement des lésions périapicales d'origine endodontique. Quand on voit qu'il y a une lésion de cette étendue, est-ce que c'est une lésion kystique ou non? Nous savons tous qu'il n'y a que l'examen d'anapathe qui peut révéler si il y a un kyste ou non. En supposant que cette grande lésion est un kyste périapical d'origine endodontique, nous pouvons confronter deux situations. Soit un vrai kyste, c'est-à-dire qu'il y a une membrane continue tout le long, tout autour de cette infection, et on l'appelle kyste vrai. Alors qu'il peut y avoir des kystes qui sont des kystes en B, c'est-à-dire il y a une discontinuité de la membrane. Bien sûr, on ne voit rien radiologiquement. Les kystes en B, qui sont plus nombreux en statistiques et pourcentage que les kystes vrais, elles répondent au traitement canalaire. En d'autres termes, si on fait un traitement canalaire en présence d'un kyste en B, nous avons beaucoup de chances que la lésion guérisse, même si elle est étendue, alors que ce niveau-là, quelle que soit la qualité du traitement canalaire, la lésion va persister. Voilà, dans ce cas-là, nous avions la chance d'avoir un kyste qui n'était pas vrai. Je vais vous présenter deux cas cliniques intéressants. Intéressants parce qu'on ne les rencontre pas tous les jours et je vais les présenter pour vous dire qu'il faut vraiment croire aux manœuvres endodontiques parce qu'elles sont capables de réparer beaucoup de défauts osseux. Cette patiente est la fille d'un dentiste, jeune, 18 ans, 20 ans. Elle voyait que sa latérale était en train de changer de position. Elle a été voir l'orthodontiste. L'orthodontiste
prend une radio panoramique, il voit cette infection et le père de la fille vient me voir. La première chose à faire, c'était des tests de vitalité. La latérale était nécrosée. Donc, il y a une probabilité que ce kyste, que cette lésion provient de la latérale. La canine était vivante. Moi, je peux, sans faire aucun examen, vous presque confirmer que c'est une lésion kystique. Pourquoi elle est kystique? Parce que il y a une certaine membrane et c'est la membrane qui a refoulé la latérale contre la centrale. Et en général, quand on a des lésions kystiques causées par une dent, elle n'atteint pas la vitalité de l'autre dent. La décision a été de faire le traitement canalaire de cette latérale et de voir le résultat. Et voilà, 2 ans après, on voit qu'il y a presque guérison totale de cette lésion et on voit que sans traitement orthodontique, que comme cette membrane kystique s'est résorbée, la latérale, radiologiquement, les racines se sont un peu éloignées, mais cliniquement, le défaut persistait du point de vue esthétique. Et regardez encore ce cas-là. C'est un cas qui ressemble à l'autre, une énorme lésion, probablement kystique parce qu'elle a refoulé la latérale. Le médecin chirurgien me réfère ce cas-là pour me dire que de faire le traitement canalaire de la latérale et de la canine parce qu'il avait l'intention de faire la chirurgie à ce niveau-là. C'est un cas qui date des années 90 et je me rappelle qu'il m'avait demandé de faire un dépassement au niveau de la latérale pour qu'il n'ait pas à faire l'ésection apicale. L'examen clinique a montré que la latérale était nécrosée et que la canine était vivante. Mais comme la décision était prise de faire la chirurgie, j'ai dévitalisé la canine et la latérale. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, j'ai fait un petit dépassement et j'ai fait ce traitement en 2 séances. Ça, c'est un excès d'hydroxyde de calcium parce que c'était la mode dans le temps. Après avoir fait ce traitement canalaire-là, j'ai contacté le médecin chirurgien et je lui ai dit, est-ce que ça vous dérange si on attend un tout petit peu avant votre intervention? C'était par curiosité pour voir si on peut avoir une guérison de cette lésion de grande étendue sans manœuvre chirurgicale. Sa réponse était favorable et on voit que après quelques mois, on commençait à voir sur les radios rétroalvéolaires un début de guérison. Et voilà, je vous montre la radio, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans après, une guérison totale, la latérale qui reprend un peu plus sa place. On voit ici la collection, si je peux dire, du sulfate de barium de l'hydroxyde de calcium parce que la guérison, elle se fait en direction centripète. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant des guérisons, mais bien sûr, il y a des échecs. Lésion de moyenne étendue au niveau d'une centrale, il n'y a pas de plus facile. Traitement canalaire correct, mais la patiente revient quelques mois après avec récidive des symptômes. On considère qu'il y a un échec clinique chaque fois qu'il y a réapparition des symptômes ou des signes des semaines après le traitement, ou bien il y a une persistance de la présence de ces signes, par exemple une poche parodontale ou éventuellement un œdème. Au niveau de ce cas-là, incomplètement traité, il y avait une lésion d'origine endodontique. Je fais le traitement qui me paraît adéquat, mais on voit que quelques mois après, la lésion est en train d'augmenter radiologiquement avec présence de signes cliniques. Oui, il y a des lésions qu'on appelle les lésions réfractaires.
c'est-à-dire que c'est des lésions qui ne guérissent pas, quelle que soit la qualité du traitement endodontique, parce que c'est dû aux bactéries extraradiculaires. Là, on ne peut pas savoir radiologiquement, mais quand il y a présence de bactéries extraradiculaires, quelle que soit la qualité du traitement canalaire, le traitement, je dirais, est voué à l'échec, ou plutôt, il ne peut pas y avoir une guérison. Je veux juste encore dire une chose, que quand on a ces bactéries extraradiculaires, les antibiotiques n'ont pratiquement pas de rôle dans la guérison. Elles peuvent éventuellement alléger les symptômes cliniques. Bien sûr, quand on fait un traitement, il n'y a pas de guérison. La solution, c'est la chirurgie ou bien l'extraction, la chirurgie, mais elle a certains critères de succès. J'ai fait le traitement de cette latérale, voilà le résultat, et on voit quelques mois après qu'il y a une augmentation de la lésion. Donc, c'est une lésion réfractaire et la décision de faire de la chirurgie a été prise et voilà, la chirurgie a été faite. Ce que je vais dire, c'est que quand on parle de chirurgie apicale, pour avoir le plus haut taux de succès, il est indispensable de faire une obturation apicale à rétro, comme ça a été fait sur ce cas-là, même si on est satisfait du traitement canalaire existant, parce qu'il y a certainement une contamination à l'intérieur. Alors, très rapidement, cette chirurgie endodontique ressemble en quelque sorte au traitement canalaire conventionnel. On prépare la cavité à l'intérieur du canal avec des inserts spéciaux, on assèche et on obture d'une façon étanche. Les seuls cas où une chirurgie apicale peut réussir sans faire une obturation à rétro, c'est quand on fait la même séance, le traitement canalaire et la chirurgie. Voilà, je vous ai montré ce cas-là qui a échoué. J'ai décidé d'intervenir chirurgicalement. Alors, j'avais deux choix. Soit la chirurgie avec obturation à rétro, soit retraitement canalaire et le jour même, la chirurgie a été faite et on voit plusieurs mois après qu'il y a un début de guérison. Je veux juste attirer votre attention que quand vous voyez après une chirurgie apicale qu'il y a de l'os tout autour de la racine, c'est que l'os est en train de se former et s'il y a des taches radioclaires lointaines, c'est soit que la lésion n'a pas eu encore tout le temps de guérir, soit ce sont des cicatrices fibreuses. Bon, on parle des échecs du traitement canalaire. La patiente s'est présentée, c'était une dent nécrosée, le traitement canalaire était correct, mais la lésion a persisté, elle a même augmenté, et la cause c'était un défaut parodontal, absence d'os. Donc, échec de traitement, échec de la guérison des lésions périapicales, malgré un traitement canalaire adéquat, soit parce que, comme j'ai dit, il y a des lésions réfractaires, soit dû à des défauts parodontaux qui ne sont pas visibles à la radio préopératoire, soit c'est dû à une fracture verticale. La patiente, j'avais fait ce traitement dans les années 80 avec un bridge. La patiente est revenue, j'ai démonté le bridge et j'ai refait le traitement canalaire et voilà que il y avait une persistance de la lésion et des symptômes. J'ai décidé d'extraire la dent et je vois que sur la face palatine qu'il y a une fêlure. Voilà les causes essentielles de l'échec du traitement canalaire. Après cette première partie, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Je vais continuer à parler des différentes situations des lésions périradiculaires et là, je vais rentrer moins dans les techniques et parler plus de diagnostic. J'ai divisé cette présentation en trois parties. La deuxième partie, je l'ai appelée les lésions latéroradiculaires et ça va être le sujet que je vais détailler tout de suite pour finir par les lésions périradiculaires. Les lésions latéroradiculaires peuvent avoir comme origine une origine endodontique. Une dent nécrosée,
on voit qu'il y a une lésion apicale et il y a aussi une lésion latéroradiculaire. Le traitement canalaire a permis d'obturer un canal latéral à ce niveau-là. Et voilà, après un certain temps, qu'on voit qu'il y a une guérison de la lésion latéroradiculaire. Donc, quand on a une lésion latéroradiculaire d'origine endodontique, si le traitement est bien mené, les chances de succès de cette lésion sont les mêmes que les chances de succès des infections périapicales. Voyons voir si les lésions latéroradiculaires de grande étendue, comment on va faire un diagnostic et quel est le traitement. Là, j'ai marqué lésion latéroradiculaire de grande étendue, ou bien il fallait enlever 2 étendues. S'il n'y a pas de fistule et s'il n'y a pas de poche parodontale, il est certain que le diagnostic est que la lésion est d'origine endodontique. Même si on peut penser peut-être que cette lésion est due à une fracture radiculaire, nous allons voir que les fractures radiculaires sont dans la grande majorité des cas accompagnées soit de fistule, soit de poche. Donc, lésion latéroradiculaire sans fistule et sans poche, on fait le traitement canalaire et nous avons certaines chances de succès. Ça, c'est des traitements qui s'étaient faits dans le temps. On avait tendance à élargir un peu plus qu'aujourd'hui. Maintenant, si la lésion latéroradiculaire est accompagnée de fistules, surtout si la fistule est cervicale, il faudra penser à une fracture verticale radiculaire et je vais parler de ce sujet dans un moment. Et si la lésion latéroradiculaire est accompagnée de poche parodontale à ce niveau-là, bien entendu, la cause n'est pas endodontique, elle est soit parodontale, soit probablement une fracture verticale. Donc, les lésions latéroradiculaires, elles peuvent guérir par un traitement canalaire quand l'étiologie, c'est le canal et le diagnostic est bien mené. Là, je vais un peu parler des lésions radioclaires, non pas latéroradiculaires, mais bilatéroradiculaires, comme on voit au niveau de cette racine distale ou au niveau de cette prémolaire. Chaque fois que la radio rétroalvéolaire nous montre que nous avons une infection ou une radioclarté bilatérale, mésiale et distale radiographiquement, il est certain que c'est une fracture verticale radiculaire, qu'il y ait une poche ou non, qu'il y ait une fistule ou non, c'est des dents qui sont vouées à l'extraction. J'ai parlé des lésions périapicales, j'ai parlé des lésions latéroradiculaires, et là, je vais commencer une partie très intéressante qui est le diagnostic et le traitement des lésions périradiculaires qui entourent la racine. Ces lésions, elles peuvent être encore une fois d'origine endodontique, comme elles peuvent être d'origine parodontale. Et ces lésions peuvent être des lésions endopparodontales ou bien des lésions qui sont dues à des fractures verticales. Et je vais passer toutes les étiologies pour pouvoir conclure ce chapitre. Quand il s'agit de lésions latéroradiculaires, voyons voir ce que le CBCT peut nous donner. Qu'est-ce que nous voyons sur cette radiographie? On voit une image radioclaire ici. Peut-être que certains d'entre vous voient un peu plus d'informations. Le CBCT, sur les coupes axiales, et là pour les personnes qui n'ont pas de l'expérience avec le CBT, les coupes axiales, c'est-à-dire les coupes qui vont du menton jusqu'au haut de la tête, on voit qu'il y a un quatrième canal et on voit qu'il y a une perte osseuse qui va de la racine mésiale vers la racine palatine. Sur une coupe verticale, c'est-à-dire en allant d'une oreille vers l'autre, on voit qu'il y a une image radioclaire au niveau de la racine palatine. Elle était là, mais là, elle est encore plus visible et qu'on voit qu'elle est en contact
avec le sinus, alors que sur une coupe frontale, c'est-à-dire en allant de l'arrière de la tête jusqu'à la pointe du nez, on voit qu'il y a aussi une infection sur les racines distovestibulaires et sur la racine palatine. Donc, dans le cas de lésions latéro-radiculaires, ou plutôt, excusez-moi, périradiculaires, le CBCT peut nous donner des informations plus précises sur l'étendue de cette lésion et ça pourrait aussi nous aider dans la décision thérapeutique, et non pas dans la pose du diagnostic comme vous allez le voir. Alors, je vais partir de ce cas clinique-là pour que je puisse mieux expliquer et pour que la compréhension soit plus facile. Je ne vais pas lire maintenant ce que j'ai écrit, suivez-moi s'il vous plaît. Ça, c'est une dent qui était déjà commencé, le traitement était déjà commencé. La patiente est venue me voir, j'ai fait durant la première séance toute la mise en forme et j'ai mis un pansement. La patiente est partie et la patiente est revenue plusieurs mois après. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit qu'il y a une extension de la lésion apicale vers la région cervicale. Et quand on voit cette lésion, on peut la confondre avec une lésion endoparidontale parce qu'il y a une perte de l'os interradiculaire ou réellement elle peut entraîner une lésion endoparidontale. En d'autres termes, toute lésion endodontique non ou mal soignée va s'étendre. Elle peut s'étendre donc apicalement, elle peut s'étendre mésialement, distalement, elle peut s'étendre vers la partie cervicale de la dent. Et si cette destruction osseuse entraîne la présence d'une poche, c'est qu'on est en présence d'un vrai problème endoparodontal. Et s'il n'y a pas de poche parodontale, c'est que c'est une lésion endodontique malgré la présence de perte osseuse interradiculaire. Regardez ce cas-là, une dent déjà nécrosée, on voit qu'il y a une lésion périradiculaire à ce niveau-là. En absence de poche parodontale, la lésion est endodontique. Et bien sûr que le traitement est uniquement endodontique parce qu'il n'y a pas de poche parodontale. Le traitement a été fait et le temps nous a montré qu'on a eu une guérison et une réparation de l'os tout autour de la racine. Par contre, au niveau de ce cas-là, la dent était nécrosée. L'infection périapicale s'est étendue vers la région de la tache épithéliale. Il y a eu une perte de la tache épithéliale et une poche qui s'est placée. Donc, dans ce cas-là, l'endodontie a créé un problème parodontal et dans ce cas-là, on peut parler de problèmes endoparo, des lésions endodontiques primaires qui ont donné lieu à un problème parodontal. Si je veux être plus précis, en fait, ce n'est pas une poche parodontale dans le vrai sens du mot, parce que cette lésion avait deux choix, soit créer une fistule, soit suivre le chemin du ligament, et elle a suivi le chemin du ligament. Quoi qu'il en soit, nous avons ici une lésion d'origine endodontique, secondairement parodontale. Le traitement est endodontique. On fait un traitement endodontique sans nécessité de faire un traitement particulier parodontal. Et comme cette poche, comme je l'ai dit, c'est comme une fistule, et comme je l'ai dit auparavant, toutes les fistules sont censées guérir et disparaître après 2 à 3 semaines. Cette radio est prise, bien entendu, plusieurs mois après. Si la fistule disparaît, si la poche, dans ce cas-là, disparaît après 2 à 3 semaines, c'est que c'est un problème endoparo qui n'a besoin d'aucun traitement parodontal. Par contre,
Dans ce cas-là, le traitement a été fait et il y a eu une persistance de la poche parodontale. Dans ce cas-là, l'endo a créé un vrai problème parodontal. Et pourquoi il n'y a pas eu de guérison? Parce que la chronicité de cette lésion a entraîné la perte de la tache et il n'y a pas eu un traitement qui a suivi à moyen ou court terme et il y a une destruction de l'os. Donc, je peux conclure que toute infection, toute perte d'os apical, toute lésion apicale, elle peut s'étendre vers un niveau cervical. Si elle étend vers un niveau cervical et entraîne une poche parodontale, ça devient un problème endoparo. On fait le traitement canalaire. Si 2 ou 3 mois après la fistule ne guérit pas, en fait la poche ne guérit pas, je commence à être fatigué, mais je veux mieux me concentrer pour terminer, parce que la partie restante est très intéressante. Donc, si la poche parodontale ne disparaît pas, s'il n'y a pas de réattache après le traitement canalaire, c'est que il devrait y avoir soit un traitement de paro qui va suivre, soit l'extraction de la dent. J'ai parlé des lésions endodontiques suffisamment et j'ai parlé des lésions endodontiques qui peuvent créer un problème parodontal. Là, je vais parler un peu des lésions parodontales pour conclure comment traiter une lésion combinée endopparodontale. Dans ce cas-là, la lésion est parodontale. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la dent est vivante. On fait un test de vitalité, test au froid, test électrique, test de cavité. Si la dent est vivante, une dent vivante ne peut pas entraîner une infection. Donc, ce test à lui seul est suffisant pour dire que ce n'est pas une lésion d'origine endodontique. S'il y a une présence de poche parodontale, plus qu'une poche, par exemple, sur la même dent ou les dents adjacentes, ça peut aussi confirmer que le problème est parodontal. Et dans tous les cas, si on regarde attentivement cette lésion, on voit qu'elle est plus large coronairement qu'apicalement et elle a débuté à un niveau plutôt cervical qu'apical. Et voilà la poche qui confirme. Donc, bien sûr, ces cas-là, le traitement endodontique ne sert strictement à rien, je dis en termes de guérison, si le dentiste ou le parodontiste décide de faire un traitement parodontal quelconque à ce niveau-là, le traitement endodontique peut être indiqué pour qu'il n'y ait pas une nécrose qui va suivre ultérieurement. Cette patiente s'est présentée, elle avait un malaise au niveau de cette dent-là, un malaise gingival. Comment savoir si cette lésion latéro-radiculaire est d'origine endodontique ou d'origine parodontale? Vous avez tous la réponse, tout dépend de la vitalité de la dent. J'ai enlevé la couronne sans anesthésie et dès que j'ai commencé à fraiser, donc je faisais le test de cavité, la dent était douloureuse. Donc, comme la dent est vivante, la dent vivante ne peut pas entraîner une infection, le diagnostic a été posé que c'est une lésion parodontale. Et là, moi je ne fais pas de la paro, le parodontiste décidera, ou le dentiste, de faire un traitement parodontal ou bien d'extraire la dent. Ça, c'est un cas qui ne m'appartient pas. Encore une fois, on voit avec évidence que le patient a des problèmes, une maladie parodontale. On voit qu'il y a ici une perte de l'os. Est-ce qu'un traitement canalaire est indiqué ou non? Si la dent est nécrosée, bien sûr. Dans ce cas-là, la dent était vivante. Des traitements parodontaux d'assainissement ont été faits et voilà quelques années plus tard que la dent est toujours en place et que la santé est acceptablement maintenue. Donc, quand il y a une lésion parodontale, le traitement canalaire ne peut pas aider à la guérison. Et voilà, je vais conclure ce chapitre d'endo et de paro par ce cas intéressant. Nous voyons que le patient a certainement un problème parodontal. Et il y a une perte d'os à ce niveau-là.
est-ce qu'on peut espérer quelque chose du traitement parodontal? Est-ce qu'il faut faire un traitement endodontique? Test de vitalité. Le test de vitalité a montré que cette dent est désinfectée et nécrosée. Donc, il y a deux possibilités. Soit que toute cette perte d'os est due au problème parodontal, soit que cette partie du perte d'os est due au problème parodontal, alors que cet os-là, cette lésion apicale est due au problème endodontique. Et comme nous l'avons vu au début de la séance, que presque 80 à 90% des lésions endodontiques guérissent après un traitement adéquat. Nous avons expliqué aux patients que c'est une tentative. Le patient était ravi de garder sa dent. Et on voit après presque 1 an et demi après la réparation osseuse. La réparation osseuse qui a eu lieu après traitement canalaire et traitement parodontal combiné, vu que la lésion était combinée. Comme il y a un problème parodontal, il fallait faire des curetages à répétition à ce niveau-là. Et comme cette perte d'os était due à l'endo, le traitement canalaire a été fait. Je veux juste dire une chose que, malgré que je ne fais pas la paro, si on fait le traitement canalaire, il ne faut pas aller procéder chirurgicalement avant que la radio montre une certaine réparation, parce que si la chirurgie va être faite à ce niveau-là, quel que soit le traitement, mettre bios ou membrane, etc., la qualité de l'os est tellement fragile qu'elle ne pourra pas supporter l'intervention profonde parodontale. Il faut attendre un début de guérison avant d'intervenir. Et j'arrive au dernier chapitre de cette présentation. J'espère que vous êtes intéressés. Malheureusement, je ne vous vois pas, j'arrive pas à communiquer avec vous. Et c'est la première expérience que je fais de parler devant un ordinateur. Mais j'imagine, j'essaie de vous imaginer, surtout mes amis marocains et marocaines que j'ai connus pendant de très beaux moments que j'ai passés au Maroc, et ça me donne de l'adrénaline et un courage pour continuer cette présentation. Donc, on est toujours dans le chapitre fracture verticale radiculaire. Excusez-moi. Il faut que je me concentre. Là, on est dans le chapitre les lésions périradiculaires. Ces lésions peuvent être d'origine endodontique, comme on l'a vu, soit parodontale, soit endoparadontale, et bien entendu, elles peuvent être dues à des fractures verticales radiculaires. Et là, je vais, durant 10 minutes, parler du problème des fractures. Les fractures verticales, elles surviennent sur 10 à 20% des dents traitées endodontiquement. Tout dépend de s'il y a un tenon qui a été posé, de l'élargissement. Ces fractures verticales radiculaires ne surviennent pas au niveau des dents qui ne sont pas traitées endodontiquement. Cette notion est importante. Les fractures, je préfère le terme de fêlure, mais tout le monde utilise le terme fracture. Les fractures verticales débutent à un niveau apical. Elles commencent toujours à un niveau apical. Ça peut être l'apex, ça peut être quelque part ici au niveau de la partie apicale. Et elles sont en général sur les faces vestibulaires ou linguales ou palatines des dents. Elles sont rarement sur les faces proximales. Les informations que je vous donne, ce ne sont pas des informations de théorie, parce que ces notions-là, la configuration de cette fêlure-là va nous aider à faire un diagnostic dans les cas difficiles. Les fractures verticales, qui commencent toujours quelque part apicalement, elles vont s'étendre coronairement. Cette fracture a commencé à un niveau apical et il y a eu une extension jusqu'au niveau de la tache épithéliale. Et dans ce cas-là, chaque fois qu'il y a une extension jusqu'au niveau de la tache épithéliale, les symptômes
ou plutôt les signes cliniques sont caractéristiques. Ça, c'est un cas de chirurgie. On voit qu'il y a une fissure ou une fracture verticale qui est limitée au niveau de cette partie apicale. Et bien entendu, les signes cliniques de ces deux cas diffèrent. Donc, je peux dire que les signes et les symptômes dus aux fractures verticales dépendent de l'extension coronaire de la fracture verticale, radiculaire et de sa chronicité. En d'autres termes, si elle s'étend jusqu'à la tache épithéliale, il va y avoir une poche parodontale, alors que si elle n'atteint pas la tache épithéliale, il y aura une fistule gingivale. Les fractures verticales radiculaires ne sont pas généralement visibles sur les radiographies, ce qui complique un peu le diagnostic. Voilà la dent, rien ne montre sur la radio qu'elle est fracturée. Ces fractures ne sont pas en général douloureuses. Je vais dire plus tard que rarement elles peuvent être douloureuses en essayant de poser le puzzle du diagnostic. Comme elles ne sont pas douloureuses, dans certains cas, si elles sont mal diagnostiquées, comme c'était le cas ici, rapidement, dans les mois qui suivent, il y a une perte de l'os environnant de la lésion. Ce qui veut dire qu'il faut diagnostiquer la présence de cette fêlure parce que l'extraction et le traitement, et cette extraction doit être faite à bon terme. Parce que si on va patienter et attendre, avec l'extraction de la dent, tout le capital osseux sera perdu. Je veux juste attirer l'attention pour les personnes qui n'ont pas d'expérience avec les fractures verticales, que je parle des fractures qui ne sont pas dues à un trauma. Parce que les fractures causées par un trauma sont soit horizontales, soit obliques et visibles à la radio. Moi, je parle des fractures verticales qui surviennent au niveau des dents dévitalisées et qui ont différentes origines et raisons que je ne vais pas certainement expliquer ce soir. L'importance maintenant, c'est de poser le bon diagnostic. Alors, sur cette dent, on voit qu'il y a une lésion périradiculaire. Est-ce que les CBCT montrent s'il y a une fracture verticale? La réponse est non. Les CBCT ne montrent pas les traits de fracture. Mais les CBCT peuvent montrer la perte osseuse environnant à la dent. Et en analysant la perte osseuse sur les différentes coupes, on peut conclure, en ajoutant les informations cliniques, la présence éventuelle de fistules ou de poches, si la dent présente une fracture verticale ou non. Encore une fois, voilà. Ça, c'est une lésion bilatérale, et je vous ai dit qu'une lésion bilatérale sur une rétroalvéolaire est presque une confirmation d'une fracture verticale. Quand même, j'ai voulu plus de précision. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, tout le bord lingual, le mur lingual osseux a disparu et qu'on voit qu'en vestibulaire, il reste très peu d'os. Donc, les CBCT ne peuvent pas montrer les traits de fêlure, mais elles peuvent montrer la perte d'os et c'est par conséquent, ça peut nous aider pour poser un diagnostic différentiel. Les fractures verticales ne deviennent visibles radiologiquement qu'à un stade avancé, comme ce cas-là, après presque 1 an et demi. Donc, elles deviennent visibles après séparation complète des segments fracturés. Pourquoi je suis en train de rentrer dans ces détails? Je suis en train de rentrer dans ces détails pour vous dire que le diagnostic des fractures verticales au début n'est pas facile. Et si on va faire un mauvais diagnostic ou si on va attendre, bien sûr, que
en plus de l'extraction, nous allons perdre une masse importante d'os et qui va compliquer les traitements palliatifs à l'extraction. Alors, pour poser un diagnostic de la présence d'une fracture verticale radiculaire, il faut analyser à la fois les données cliniques, l'anamnèse, l'examen clinique et l'examen radiologique. J'en ai encore pour 5 à 10 minutes, pas plus. Alors, les dents qui présentent des fractures verticales radiculaires sont rarement douloureuses et qui présentent un abcès. En fait, quand on dit douleur et abcès, c'est qu'il y a une certaine pression, c'est qu'il n'y a pas de poche, c'est qu'il n'y a pas de fistule. En d'autres termes, si la fracture survient et elle commence toujours à un niveau apical, elle n'atteint pas la tache épithéliale, donc elle n'entraîne pas de poche parodontale. N'entraîne pas. Et si l'os vestibulaire est épais et que la destruction osseuse n'a pas eu le temps de perforer cet os vestibulaire épais et d'entraîner une fistule, il peut y avoir un abcès et l'abcès, et comme tous les abcès, sont douloureux. Donc, il est rare d'avoir un abcès au niveau des fractures verticales et cet abcès elle survient quand la fracture est récente. Les fractures verticales peuvent entraîner des fistules. En général, ce sont des fistules cervicales. Je ne peux pas dire que toutes les fistules cervicales sont le résultat d'une fracture verticale. Et je ne peux pas dire que toutes les fractures verticales entraînent des fissures, des fistules cervicales, mais je peux dire que chaque fois qu'on a une fistule cervicale, l'attention va aller à un diagnostic éventuel de fracture verticale. Comme toute fistule, il faut cathétériser le trajet de la fistule, et si le trajet de la fistule mène vers à mi-chemin et non pas apicalement, c'est très probablement une fracture verticale. Là, je vais vous donner une information. Si vous voyez sur une dent mandibulaire que vous avez une fistule ou une collection d'abcès à ce niveau-là, il est certain que ça c'est un signe pathognomonique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper que cette dent présente une fracture verticale radiculaire. Et vous savez pourquoi je ne vais pas vous montrer les radios de ces dents-là? Parce que quand vous voyez cette fistule ou cette fistule-là, vous pouvez être certain qu'il y a une fracture radiculaire, même sans prendre la radiographie. Bien sûr, on va prendre la radiographie avant de faire l'extraction. Donc, je parlais des signes et symptômes des fractures verticales qui vont pouvoir m'aider, en les associant aux signes radiologiques, d'arriver à un diagnostic. Un diagnostic correct pour pouvoir extraire la dent qui doit être extraite et dans le bon moment. Donc, gingivalement, on peut avoir rarement un abcès, on peut avoir des fissures et bien entendu, on peut avoir une poche parodontale isolée et profonde. Isolée et profonde quand la fêlure ou la fracture commence à un certain niveau apical et arrive jusqu'à la tache épithéliale. Voilà ce que je veux dire par poche isolée. Voilà, là, distalement, il n'y a pas de poche, mésialement, il n'y a pas de poche, vestibulairement, il n'y a pas de poche profonde. Et je vais vous donner encore un autre signe pathognomonique. Chaque fois que vous voyez sur une dent qu'il y a à la fois une poche profonde et une fistule, il est systématique que il y a une fissure verticale quelque part au niveau de la racine de cette dent et donc le traitement c'est l'extraction.
Avant de conclure ce chapitre, je vais parler des signes radiologiques. Des fractures verticales peuvent nous montrer aucune image radioclaire sur la radio rétroalvéolaire. On voit ici une fistule, on voit aucune image. Nous avons décidé d'extraire la dent. Pourquoi? Et je vais dire pourquoi il peut y avoir des fractures sans apparition d'images radioclaires à la radio. Je vous ai dit que les fissures verticales, elles surviennent en général sur la face vestibulaire ou la face palatine, rarement sur les faces proximales. Quand on a une fissure vestibulaire, elle est suivie par une paire d'os vestibulaires. Et tant que la paire d'os est vestibulaire, la radio rétroalvéolaire ne peut pas montrer l'absence de cet os. Ce n'est que quand l'os, ce sont deux cas différents, ce n'est que quand la perte osseuse est proximale qu'elle devient visible à la radio. Donc, les signes radiologiques des fractures verticales, elles peuvent être inexistantes à la radio rétroalvéolaire, elles peuvent être à un niveau apical. Si vous regardez ce traitement, cette radio, elle peut nous donner l'impression qu'il s'agit d'un problème endo quelconque, donc une lésion réfractaire. Mais la réalité, la présence de la poche parodontale nous a mené à faire l'extraction, mais l'extraction à ciel ouvert, et on voit ici le trait de fêlure. Donc les fêlures verticales ou fractures, elles peuvent montrer uniquement une radioclarté périapicale. Elle peut montrer des radioclartés latéro-radiculaires. Je vais aller très rapidement. Voilà, une image pareille peut faire suspecter une fracture. Une image pareille unilatérale peut suspecter, surtout si elle est cervicale, et on voit que le patient n'a pas de maladie parodontale particulière. On voit une image suspecte latéro-radiculaire et une image latéro-radiculaire. Toutes ces images latéro-radiculaires peuvent faire suspecter une fracture verticale. Et encore une fois, je répète pour la troisième fois, quand elles sont bilatérales, il est certain que que la lésion est due à une fracture. Donc, pourquoi je suis en train de donner toutes ces informations? Parce que pour pouvoir poser un bon diagnostic différentiel, voilà, ce cas-là, cette lésion, qu'est-ce qu'elle peut être? Elle est certainement pas parodontale, elle est soit endodontique, soit elle est due à une fracture radiculaire. Et bien sûr, le traitement d'une lésion endodontique, c'est totalement l'opposé du traitement des fractures verticales. Alors, l'anamnèse, l'examen clinique et radiologique vont permettre de faire le diagnostic entre fracture verticale et lésion endo ou lésion endoparo. Ce n'est pas le cas ici. Et voilà que, comme il n'y avait ni poche parodontale ni fistule, nous avons accepté de prendre avec le patient le risque et le traitement a mené vers le succès. Je veux vous dire une chose, il pourrait y avoir des fractures verticales sans poche et sans fistule quand ces fêlures sont limitées à l'apex. Et voilà, regardez ce cas-là. Ce cas-là, il pourrait être soit un problème paro, soit un problème endo. Est-ce que ça peut être un problème de fracture verticale? Non, ça ne peut pas être un problème de fracture verticale parce que les dents non dévitalisées ne peuvent pas être sujettes à des fractures. Il y a une poche parodontale, donc on a encore une fois besoin de tous ces éléments pour faire le diagnostic. Et le diagnostic était que le problème est d'endo. Et regardez que le patient a gagné sa dent et le dentiste, j'étais heureux de sauver la dent du patient. Donc, je vais conclure pour dire que si vous avez un ensemble de signes cliniques et radiologiques qui peuvent vous presque confirmer que vous avez une fracture, on peut y aller directement vers l'extraction.
Et si on a un doute, on va faire une exploration chirurgicale. Voilà ce cas-là. Donc là, on n'était pas certain du diagnostic. Et avant d'oser de faire l'extraction, j'ai soulevé le lambeau. Et qu'est-ce que je vois sur le lambeau? On voit qu'il y a une fêlure. Elle n'est pas très visible, même là, ni là. Je vais vous dire si elle n'est pas visible, ce qu'on peut faire. Et ce n'est pas dans tous les cas où on devrait faire un lambeau et le recliner aussi apicalement, comme dans ce cas-là, on n'était pas certain de notre diagnostic. J'ai recliné un petit lambeau, la fêlure était là et donc l'extraction. Je veux juste vous dire très rapidement que si on fait une fêlure et que vous n'arrivez pas à voir à l'œil nu, on met du bleu de méthylène, c'est un colorant vivant qui n'atteint pas ni l'os ni les racines. Ensuite, on le lave et le trait de fêlure va être. J'ai presque terminé. Je ne veux pas compliquer je suis un peu fatigué. Je ne veux pas compliquer, parce qu'il est 3 heures ici à Beyrouth. Je ne veux pas compliquer le diagnostic, mais pour vous dire que le diagnostic des fractures verticales n'est pas toujours très évident. Par exemple, là, on a cette image radiologique et on a une poche parodontale palatine. Cette poche, elle pourrait être due à un problème d'endo et elle pourrait être due à un problème de fêlure. Mais le fait d'aller récliner un lambeau palatin n'est pas aussi facile. Alors nous avons pris la décision d'extraire cette deuxième prémolaire. C'était un cas qui m'était référé. Le dentiste ne voulait pas que je fasse le traitement de la première prémolaire. Et voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que ce n'était pas ennuyeux et que c'était agréable pour vous. Bon, voilà, il faut maintenant que je passe pour répondre à vos questions.